Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Il est 19h11, vous écoutez Europe 1 Soir Week-end et en ce samedi soir, je reçois avec mes chroniqueurs Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bonjour. Bonsoir Sarah Salman. Bonsoir. Sarah, avocate et auteure de l'ouvrage Le Bon Droit en toute saison chez Robert Laffont. On reçoit ensemble notre Jean-Louis Thirouillot, député LR de Seine-et-Marne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées et des anciens combattants. Hier matin, et c'est assez rare, le chef d'état-major des armées s'est exprimé durant une conférence de presse, Thierry Bucquerard, qui a clairement désigné la Russie comme menace pour l'Europe et la France en particulier. L'objectif, selon lui, c'est pas d'alarmer les Français, mais de faire prendre conscience à nos concitoyens et à nos concitoyennes que nous sommes face à un moment de bascule. Oui, le chef d'état-major des armées a pris la parole, c'est totalement inédit, il n'y a plus eu de prise de parole depuis 2021, ce qui dit la gravité de la période. Je crois d'abord qu'il faut dire que ce n'est pas nous qui avons choisi que la Russie soit la principale menace. Vladimir Poutine, et le SEMA l'a bien évoqué, a bien indiqué que la Russie ciblait spécifiquement la France, puissance nucléaire, puissance de référence en matière militaire en Europe. Le but, ça n'est pas d'inquiéter les Français. Le but, c'est tout simplement de dire la vérité. La menace aujourd'hui à laquelle nous faisons face est une menace qui, à tout moment, peut nous toucher dans nos vies quotidiennes et qui existe déjà de manière hybride. On sait bien aujourd'hui que quand on a eu des hôpitaux, on a eu des conseils départementaux, celui de Seine-et-Marne en particulier, dans mon département, qui ont été victimes d'attaques cyber qui très clairement pointent à l'Est. L'objectif, c'est quoi ? C'est de montrer que la France est vulnérable. Demain, on peut avoir... Et actuellement, c'est seulement des menaces cyber. Non. Ce sont des menaces cyber. C'est l'ensemble de l'architecture de sécurité qui est potentiellement menacée. J'étais en mer du Nord avec la mission Jeanne d'Arc la semaine dernière. Nous sommes en permanence reniflés par des avions ou par des bateaux russes. Mais si vous voulez, ce qui est plus grave que ce qui se passe actuellement, qui demain peut avoir, sans que ce soit la Grande Guerre, personne ne craint les chars russes sur les Champs-Élysées. Il faut être sérieux. Mais demain, ça peut être des attaques de satellites. Donc ça veut dire que nous qui, dans nos vies quotidiennes, utilisons tout le temps les GPS, du jour au lendemain, retourner à la carte papier, ça peut être compliqué. Ça peut être une déstabilisation des infrastructures énergétiques. Tout ça, il faut s'y préparer. Moi, je crois que la vraie question de fond, c'est de savoir, est-ce qu'on croit que la menace est sérieuse ou pas? La menace, elle l'est, tous les indicateurs de renseignement le disent, avec derrière la volonté de Vladimir Poutine de reconstituer une grande Russie telle qu'elle est fantasmée et qui ne se fera pas en allant conquérir demain la France, c'est pas du tout ce que nous disons, mais qui se fera en déstabilisant progressivement les alliances européennes. Moi, je crains beaucoup si le conflit est gelé en Ukraine et si on n'arrive pas à maintenir une Ukraine suffisamment forte qui reste une écharde dans le cœur de la Russie, ce qui fait que tant que l'Ukraine reste forte, même avec un conflit gelé, c'est une menace pour la Russie. Demain, on peut avoir une prise de gaz, je ne sais pas, en Estonie, dans la ville de Narva, avec des minorités russophones. Et quand on verra des hommes verts demain à Narva, on a intérêt à pouvoir réagir vite. Le but étant qu'on soit suffisamment fort et suffisamment dissuasif vis-à-vis d'un adversaire pour pas avoir à le faire. Parce que je rappelle quand même que tout notre combat, et celui que j'ai mené à la Commission Défense, au gouvernement, que je continue à mener aujourd'hui, c'est bel et bien pour préserver la paix et éviter la guerre en évitant les aventures des autres. Europe 1, 19h15, justement, Jean-Louis Thirouillot, vous êtes membre de la Commission Défense, vous disiez comme ça, avec le sourire, demain on n'aura pas les chars sur les Champs-Élysées. Si finalement c'était le cas, est-ce que nous sommes prêts à un conflit de haute intensité en Ukraine? Oui, les chars russes, Jules Torres. Oui, il y a quand même un principe géographique. C'est que aujourd'hui les chars russes sont sur le Dniepr, donc ils ont entre-temps à franchir la Vistule, à franchir l'Elbe. Ce conflit de haute intensité, est-ce qu'il serait
possible pour la France. Le conflit de haute intensité, on s'y prépare et on s'y prépare tous les jours. Il faut bien être conscient que si un tel conflit devait advenir, ce serait forcément en coalition, c'est la sécurité collective de l'Europe, c'est-à-dire avec les Allemands, les Polonais, les Baltes, les Britanniques. Seul, évidemment, on n'y arriverait pas. Aujourd'hui, l'enjeu, et c'est l'objet sous-jacent des propos du chef d'état-major, et ce que probablement annoncera demain le président de la République, c'est d'avoir des armées conventionnelles en Europe, et en particulier une armée française, qui soit capable de faire face en ayant à la fois la technologie qui s'impose, mais aussi la masse. Mais je veux rajouter quand même un élément qui est important, c'est que la menace, elle n'est pas que russe. Elle est principalement russe, mais on a des situations en Méditerranée qui peuvent être extrêmement tendues, et pensons à ce qui s'est passé avec les Houthis, qui sont des proxys de l'Iran, qui ont tiré des missiles dans la mer Rouge. Ce sont des conséquences directes sur nos approvisionnements, donc sur le coût des produits, donc sur l'inflation. Là encore, ça touche directement les Français. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment regarder à l'Est, mais il faut aussi regarder partout ailleurs, notamment dans le domaine naval, dans le domaine satellitaire, dans tous ces éléments-là. Et c'est tout l'enjeu justement de ce qui se passe actuellement pour la France. On dit qu'il ne faut pas inquiéter les Français, pas les alarmer, mais est-ce que ce conflit est parti pour durer des années, voire plus d'une décennie ? Je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui va se passer en Ukraine. Par rapport à l'expertise que vous avez. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'on est dans un changement complet de modèle. C'est un nouveau monde en fait. C'est un nouveau monde. Et ça n'est pas une crise qui s'arrêtera demain, c'est une crise qui dure. Ce nouveau monde, c'est le recours des inhibés à la force, c'est la fin des traités internationaux, c'est le retour de logique impériale assumée, que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, que ce soit même les Azéris face à l'Arménie. Donc on est parti pour des années d'un nouveau monde. On a connu un cycle anormal, anormal dans l'histoire, qui était une anomalie dans l'histoire, qui était la paix depuis la fin de la guerre de 45 en Europe. Aujourd'hui, on revient malheureusement dans le monde où ce qui compte, c'est le rapport de force. Le rapport de force, justement, vous le dites, et c'est pour cela que le chef de l'État doit s'exprimer demain soir depuis l'hôtel de Brienne à Paris devant les forces armées en compagnie de Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Alors que l'actuel gouvernement cherche à faire 40 milliards d'euros d'économies, c'est bien le problème. Des annonces importantes pour être faites à la veille du 14 juillet. On en parle justement avec vous ce soir, qui êtes un fin connaisseur du dossier militaire. Jean-Louis Thériault, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut s'attendre comme annonce de la part du chef de l'État ? Des mesures fortes ? Pour autant que je le sache, on va avoir un appel au renforcement et au réarmement. On devrait aussi constater que la loi de programmation militaire, la dernière, était déjà un effort important, mais qu'il faudra nécessairement aller plus loin. Ce que je ne sais pas aujourd'hui, et je crois que ça n'est pas encore arbitré, en tout cas ça ne l'était pas hier, s'il y a des montants qui seront annoncés ou pas, mais je crois qu'il faut avoir en tête ce que disait Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui disait le poids de forme des armées françaises, c'est un budget de l'ordre de 90 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, on est à 50 milliards. Mais, et c'est quand même la précision importante, si vous mettez 90 milliards aujourd'hui sur la table, vous ne saurez pas le dépenser, ne serait-ce que pour le temps de produire. Donc, actuellement, dans ce qui est prévu dans la loi de programmation militaire, on est à des marges supplémentaires de l'ordre de 3 milliards par an. Eh bien, ce qui serait raisonnable, ça serait de passer à des marges. Je lance un chiffre un peu au hasard à 6, mais il faudrait doubler les marges pour arriver à l'objectif qui est, en 2030, d'arriver effectivement à ce poids de forme. On verra si le chef de l'État vous suit. Jules Torres. Non, mais c'est très intéressant, en effet, de parler de cette audition de Sébastien Lecornu que j'ai suivi, où il dit, en effet, que le poids de forme de l'armée française serait autour de 90 milliards, mais il dit aussi dans cette même audition, augmenter sans cesse le budget de l'armée, très bien, mais pourquoi faire ? Quelle armée on veut ? Est-ce qu'on va sur une armée plus conventionnelle ? Est-ce qu'on va sur une armée beaucoup plus défensive ?
sur quels axes on accélère? Est-ce que c'est sur la marine? Est-ce que c'est sur l'air? Est-ce que c'est sur la terre? Vous, quelle est votre position par rapport à ça? Quels sont les deux vrais objectifs aujourd'hui de l'armée? Non, l'objectif, c'est d'abord de préserver ce qui est le cœur du cœur, la dissuasion nucléaire, la capacité à tout moment de faire comprendre à un adversaire qu'on est capable de lui faire subir des dommages irréparables, et ça engage toutes les armées, en tout cas la marine, à travers les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et les FANU, et évidemment l'armée de l'air avec les forces aériennes stratégiques. Ça, c'est le cœur du dispositif pour les intérêts vitaux. Pour le reste, l'idée n'est pas de reconstruire l'ancienne première armée, c'est d'être capable d'apporter ce que la France sait faire probablement mieux que les autres, parce que elle en a l'habitude à travers sa dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, à coup sûr, être capable de faire des frappes dans la profondeur de matière conventionnelle. On a besoin de renforcer notre défense solaire. On a besoin, et ça c'est un besoin européen, dans le cadre du pilier européen de l'Alliance, de renforcer nos capacités de commandement autonomes de centres de commandement. On a besoin de plus de satellites. Et pour répondre à votre question précise, mais l'échéance est à déterminer, du point de vue naval, on a besoin de quelques bateaux en plus, pas beaucoup. On a une flotte de surface avec 15 bâtiments majeurs. À moins de 18, on tient pas les contrats opérationnels. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été reconnu par le ministre. On a besoin de Rafale en plus. Vous en dire combien? Entre 20 et 40. Et on a besoin, pour l'armée de terre, de renforcer nos capacités au niveau corps d'armée, c'est-à-dire du génie en plus, de la guerre électronique, du commandement en plus, et qui prend une dimension capitale depuis le voyage d'Emmanuel Macron à Londres, qui a annoncé un accord autour de la coalition des volontaires avec les Britanniques pour développer une capacité autonome de niveau corps d'armée. L'outil militaire ne vaut que face à l'appréciation de la menace et aux ambitions qu'on a. La bataille conventionnelle avec des chars, dont il faut tout espérer qu'elle n'ait jamais lieu, de toute façon, en première ligne, ce seront les Polonais, ce seront les Allemands et ce seront les Baltes. Très loin de ça, ce qu'il faut, en revanche, c'est que si les Baltes devaient être victimes d'opérations hybrides que j'évoquais, qu'on soit capable de les aider très rapidement. Vous écoutez Europe 1 sur Week-end, 19h23. Jean-Louis Thiriot, député LR de Seine-et-Marne, membre de la Commission Défense, est notre invité. En préparant cette émission avec Adrien Baget, le programmateur de cette émission, on a évoqué d'une armée bonsaï pour la France, je m'explique. Une armée française complète, très professionnelle, mais des moyens humains et financiers, pour le coup, très limités. Elle ressemble à quoi, notre armée, Jean-Louis Thiriot? Alors, l'expression armée bonsaï est effectivement une expression de journaliste. Il y a une autre expression qui dit la même chose, c'est une armée échantillonnaire. Nous avons fait le choix, et je pense qu'on a eu raison, de n'abandonner aucune de nos compétences, parce que retrouver des compétences quand vous les avez perdues, c'est très difficile. Mais par exemple, dans le domaine du génie, on considérait qu'on ne se battrait plus en Centre-Europe et que le minage ou le franchissement d'un fleuve, c'est pas important. Aujourd'hui, on sait que c'est important. Donc effectivement, le véritable enjeu, c'est à la fois de gagner en masse, et les réservistes aussi ont un rôle à jouer, sans sacrifier pour autant la haute technologie, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on vit deux types de conflits en parallèle. L'Ukraine, où c'est le sang, l'acier, les tranchées, mais en même temps, sous les hautes technologies, bon marché des drones. Et de l'autre côté, on a eu la réussite militaire exceptionnelle des Israéliens dans la frappe contre l'Iran. Ces frappes-là, c'est la haute technologie israélienne et américaine qui a permis de détruire à peu près toute la défense solaire iranienne. Et on est aujourd'hui confronté à ces deux défis. Savoir avoir des produits en masse, pas trop chers, qu'on puisse produire très vite si on en a besoin, et en même temps avoir ces armes de décision de haute technologie. Il faut des armes d'usure et des armes de décision. Ça sera pas l'un sans l'autre, c'est bien l'un et l'autre. Et avec une dimension de fond qui est une dimension industrielle, je vais prendre l'exemple des drones, qui est aujourd'hui un des éléments très nouveaux. On doit être capable de les inventer et de les produire, mais ça sert à rien de les produire en masse
aujourd'hui parce que les logiciels qui sont dedans changent à une telle vitesse que votre stock, il sera obsolète dans un an. Donc c'est là où il y a un partenariat à faire entre l'industrie militaire et l'industrie civile pour être capable, au claquement de doigts, une fois le premier choc encaissé, de remonter en puissance. La guerre sera aussi industrielle. Jean-Louis Thiriot, il faudra atteindre 100 milliards d'euros de budget de défense par an. Quand on voit que notre voisin allemand est proche de cet objectif, la France est à 50 milliards, on est très loin. Oui, ça ne me fait jamais plaisir de constater que l'addiction de la France à la dépense publique depuis 1974, où on a progressivement baissé tout ce qu'était l'effort régalien au profit de transferts, dont on constate en plus aujourd'hui que ça marche plus ou moins bien, ça ne me fait pas plaisir. Et c'est vrai que dans un moment historique, notre situation budgétaire catastrophique est une source de faiblesse. La défense nationale, c'est l'ensemble d'un pays, et avec une économie faible, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça ne me fait pas plaisir. Faut aussi voir que mettre beaucoup d'argent pour une armée qui n'était pas une armée d'emploi, c'était le cas de nos alliés allemands, ça prendra beaucoup de temps avant de pouvoir produire tous ces effets. Mais quelque part, le combat de François Bayrou pour réduire les déficits et le combat que nous portons pour les armées, c'est le même. C'est renforcer la France dans son ensemble. Ce que je veux simplement dire, c'est que il faut surtout que la Russie, elle, est entièrement tournée vers une économie exactement. de guerre. Et ce que je veux rajouter, c'est que un effort militaire, ça prend entre 5 et 10 ans, et plutôt 10 que 5, pour produire ses effets. Donc je crois que dans les efforts budgétaires qu'on peut faire, on doit vraiment mettre cet effort militaire à part, en sachant aussi qu'un effort militaire, notamment en matière d'équipement, a des effets sur la recherche, a des effets industriels dans les territoires. Notre industrie de défense, c'est 4000 entreprises, 200 000 emplois non délocalisables. Donc c'est aussi un enjeu industriel. Et je crois que le défi collectif qu'on a, c'est de faire face à ces menaces, mais aussi de transformer ce défi en une véritable opportunité, y compris industrielle, y compris technologique. Nous ne sommes, les autres ne sont forts que de nos faiblesses. Vous écoutez Europe 1 Soir Week-end, bientôt 19h28 avec nous, Jean-Louis Thiriot. Vous restez avec nous juste après le journal permanent de 19h30. On vous retrouvera pour poursuivre cette discussion. Le journal permanent, c'est avec Maël Laurent dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. En compagnie de Jules Torres, journaliste politique au JDD, et Sarah Salman, avocate. Avec nous ce soir dans les studios d'Europe 1, Jean-Louis Thiriot, député LR de Seine-et-Marne, membre de la commission défense et ancien ministre délégué auprès des ministres des Armées et des anciens combattants. Jean-Louis Thiriot, vous êtes également chargé par le Premier ministre François Bayrou d'une mission sur la stratégie industrielle de défense européenne. C'est jusqu'à septembre, donc vous allez bien travailler cet été, pas beaucoup de vacances. Le réarmement de la France se fera forcément à l'échelle de l'Union européenne ou pas ? Les deux sont liés. Je l'évoquais tout à l'heure. La France n'est pas seule. On est dans un système de sécurité collective. L'Union européenne, qui est une puissance économique, avait renoncé à être une puissance géopolitique. Il est bien évident que si on met des moyens en commun, si on participe à des projets en commun, ça peut permettre des économies d'échelle, et ça a tout son sens et c'est nécessaire. Il y a deux limites à cela sur lesquelles il faut être vigilant. La première, c'est que la défense européenne, ça n'existe pas. La défense, c'est de la compétence des États, c'est en vertu des traités, donc on peut avoir des coopérations industrielles, capacitaires, mais la défense, ce sont bien les États. Premier élément. Deuxième élément important, à partir du moment où il y a de l'argent européen dans un projet, cela doit être dépensé pour des projets européens. Rien ne serait plus absurde, et certains de nos partenaires qui veulent acheter le parapluie américain seraient prêts à acheter avec de l'argent européen des matériels américains. Et il y a une idée funeste qu'on entend de temps en temps, BITD transatlantique, c'est-à-dire base industrielle et technologique de défense transatlantique. Si c'est ça, c'est la mort de la souveraineté industrielle européenne. Donc, des coopérations
Oui, mais en restant très vigilant sur ça, et on se bat, et je me suis battu du temps que j'étais ministre à Bruxelles, et on continue avec les parlementaires européens, on se bat pour que dans les règlements à venir, un règlement qui s'appelle EDIP, c'est du jargon, c'est un règlement de projet conjoint, nous ayons bien une autorité de design européen, c'est-à-dire que le concept soit européen, que la plus grande partie des composants soit européen, et en plus qu'on ait des produits ITAR free, c'est-à-dire que les Américains ne puissent pas nous interdire de les exporter à des tiers. Avant de laisser la parole à Jules Torres, Jean-Louis Thiriot, vous parliez tout à l'heure des 4000 sociétés françaises, industries françaises donc, qui travaillent pour l'armement dans notre pays. Justement, elles sont soutenues, je suppose, par notre État. 4000, c'est suffisant pour réussir à tenir ? Je dirais parce que c'est le nombre qui compte. C'est presque trop. C'est que on a aujourd'hui une industrie de défense avec tous les fournisseurs successifs qui est extrêmement fragmentée. Donc en tout cas, ce que l'on doit faire, c'est faire en sorte que ces 4000 entreprises puissent vivre, donc il y a une visibilité sur les commandes. On doit aussi les pousser à avoir des activités duales, c'est-à-dire dans le civil et dans le militaire, parce que la réalité, c'est que la plupart des technologies aujourd'hui critiques, elles viennent du civil. Les grandes réussites américaines en matière de défense récente, je pense à une société comme Anduril qui s'est spécialisée dans l'intelligence artificielle et dans les drones, ça vient des technologies civiles. Donc on sera encore plus fort quand on aura les deux pieds civils et militaires ensemble. Je rappelle une époque où Thomson faisait à la fois des radars et des machines à laver. L'exemple ukrainien montre que finalement ça marche pas si mal. Jules Torres. Non mais du coup j'ai une autre question, mais je poserai celle que j'avais avant, je vous le promets. Non mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que justement il y a des membres de l'industrie militaire de l'armement qui vous disent bon bah nous on est prêts, mais on attend les carnets de commandes de l'État. On n'a pas assez de commandes par rapport à ce qui a été demandé, notamment pour se mettre dans les clous de l'OTAN, notamment dans le cadre du projet de loi du plan de programmation militaire. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces acteurs? On pense notamment par exemple à MBDA qui peut faire partir parfois de ceux qui vous disent bon bah on est prêts, nous on attend juste le feu vert du ministre. Comment vous répondez à leurs inquiétudes? C'est un peu un petit jeu. Alors, il y a un phénomène réel. J'adore jouer. Il y a un phénomène réel. C'est que la motion de censure et le fait qu'on n'a pas eu de budget avant le mois de mars, ça a tout décalé. Donc, quand vous vous appelez Dassault ou Thales avec une trésorerie solide, c'est pas trop grave. Lorsque vous êtes le sous-traitant de rang 2, 3, 4 et que les commandes n'arrivent pas, on a des entreprises qui risquent d'aller au tapis avec ça. Donc, il y a un effet motion de censure. Il y a un effet prudence budgétaire excessive avec des gels et des surgels, c'est en train d'être réglé. Après, il y a un troisième point, c'est qu'il y a une réforme structurelle aussi que doivent avoir certains de nos grands donneurs d'ordre, qui vivaient quand même un peu dans la logique de l'arsenal et qui avaient l'habitude de ne se reposer que sur les commandes françaises. Quand vous voyez le dynamisme de Rheinmetall, qui est la grande entreprise d'armement terrestre allemande, qui va chercher les marchés avec les dents, en Hongrie, en Ukraine, qui fait des VC, des sociétés, des joint ventures en Ukraine, faut vraiment y réfléchir. Il faut plus de commandes, c'est évident, et c'est ce qui devrait résulter, espérons-le, des annonces du président de la République, mais on a aussi à avoir une BITD globalement plus agile. C'est le propos d'ailleurs de Sébastien Lecornu qui disait on doit être sûr que tout euro soit le mieux dépensé. C'est intéressant, mais vous parliez justement de Dassault. Pourquoi on n'arrive pas à exporter davantage nos Rafales? Je crois que actuellement en Europe, il y a que 3 pays qui ont commandé des Rafales. Je crois qu'il y a la Croatie, je crois qu'il y a la Serbie et la Grèce. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, par exemple, les Danois achètent des F-35 américains et pas des Rafales français, des Rafales européens, si je puis dire? La réponse est très simple. C'est un deal qui, je crois, sera perdant, et un deal où on se dit on achète du F-35 et donc on aura le parapluie militaire américain et on aura la protection des bombes nucléaires américaines. Pour vous, clairement, nos avions sont meilleurs que les Américains? Non, je dis pas qu'ils sont meilleurs, je pense qu'ils sont au même niveau. C'est pas une question de meilleur ou pas meilleur, mais en tout cas, il y a aucune raison industrielle qui ne soit pas choisie. Ce qui est curieux, c'est que la seule menace aujourd'hui pour les Danois, territoriale, c'est les Américains au Groenland.
Oui, mais vous avez remarqué que Monsieur Trump s'est un peu calmé. Je suis pas sûr qu'il ait envie de réactiver, de remettre une pièce dans la machine. Là où je suis pas d'accord, c'est que c'est pas la seule menace. Quand vous regardez la présence navale en Baltique, ils le vivent très différemment de nous. Et je rebondis une seconde sur ce qu'on disait sur le sentiment de la menace. Nous, on est loin. On a l'impression que la menace est loin. Mais allez faire un tour dans l'ensemble des pays du flanc Est, les opinions en sont conscients. Et je crois que c'est ça qu'on doit transmettre. La menace, elle nous concerne par le Sud ou par l'Est. Vous écoutez Europe 1 Soir Week-end et je laisse la parole justement à Sarah Salman. Quand vous parlez de menaces, vous parlez de toutes les menaces, endogènes et exogènes. Mais par exemple, pour la menace russe, on l'a vu en avril, c'est la première fois que la France a vraiment nommé en disant il y a eu une menace, une cyberattaque russe. Et c'est la première fois que c'était dit publiquement, alors qu'il y a eu plein d'exemples par le passé où c'était le cas. Et d'après vous, pourquoi on le dit aujourd'hui ? Alors qu'on l'avait jamais dit avant, c'était je crois le 29 avril. Non, il y avait à la fois une volonté de ne pas être escalatoire et un autre élément qui est que techniquement, c'est toujours très compliqué d'attribuer parce que ils utilisent des proxys qui utilisent d'autres proxys. Donc on pourra toujours trouver l'individu qui sur Twitter va dire en fait c'est pas les Russes. Donc il y a aussi un élément technique. Aujourd'hui, c'est un choix politique, on assume de savoir qu'on est ciblé et je crois que... Mais avant, on le disait pas. Avant, on ne le disait pas. Et je crois que l'élément important, il y a eu ce qui s'est passé en Roumanie, où on a vu, à travers la manipulation d'algorithmes, que ça a pu avoir des conséquences. Et je crois que ça a désinhibé une inquiétude légitime des décideurs politiques en Europe d'attribuer ou de ne pas attribuer. Mais ça montre aussi nos propres lacunes. Donc, s'il y a admettre qu'il y a eu une cyberattaque russe. Non, mais des cyberattaques, vous en avez tous les jours. Vous avez des voyous qui attaquent. Vous avez une dimension. On répond aussi, je l'espère. Pardon. On répond nous aussi, je l'espère. Officiel. Non, voilà, si vous voulez. Officieusement. On a des services qui s'occupent de ça. Mais de toute façon, nos sociétés sont extraordinairement vulnérables, entièrement dépendantes du numérique. On doit travailler à la résilience. Ce qui me permet d'ajouter un dernier point dans à la veille de la fête nationale, notre capacité à nous défendre, elle dépend de tous les moyens qu'on a évoqués, mais elle dépendra d'abord de notre unité nationale, elle dépendra d'abord de notre cohésion nationale. Sans aimer notre drapeau, on s'en sortira pas et c'est ça le combat qu'on doit mener. Justement, aimer son drapeau, parmi les annonces attendues du chef de l'État, peut-être celle d'un service militaire revisité pour volontaires. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, si vous en savez sur le sujet. Et est-ce que vous y seriez favorable à ce service militaire revisité ? Alors, le projet est encore assez nébuleux à ce stade, donc on ne sait pas exactement. Oui, j'y suis évidemment favorable. On a besoin de jeunes qui s'engagent. On n'a pas besoin de rétablir la conscription. On aurait 700 000 jeunes parce que hommes et femmes, ça fait 700 000 jeunes. On ne saurait pas les armer, on ne saurait pas les entraîner, ça coûterait une fortune. Mais on a besoin d'avoir 30, 40, 50 000 jeunes qui tous les ans est une formation militaire, c'est ça qui est plus ou moins dans les tuyaux, 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Je crois qu'il faut à la fois l'encourager parce que ça crée de la cohésion sociale, il faut aussi que ça en vaille la peine. Moi, je ne serais pas hostile, et là, c'est que Jean-Louis Thierriot qui s'exprime. Est-ce que avoir fait ça, ça vous donne des points en plus dans Parcoursup, parce que c'est un engagement extrêmement fort. Qu'avoir fait ça, ça vous donne la possibilité d'être certain d'avoir le permis de conduire sans le payer. Enfin, tous ces éléments-là, ça aurait du sens. Dans ma génération, quand on faisait son service militaire, on sortait avec... D'être fier de son pays et de son drapeau. Fier de son pays et de son drapeau, on sortait aussi avec le permis de conduire. Et quand on sait aujourd'hui à quel point les régions rament pour arriver à financer, eh bien, voilà l'exemple même de ce qu'on pourrait faire. Le permis de conduire, après, ça peut être une bonne idée. Si vous l'avez du premier coup, ça coûte pas si cher, c'est si vous le ratez beaucoup de fois. Non, mais après... Non, mais je vois, vous voulez mettre une carotte... Non, mais on va pas servir 6 mois. On sert pas son drapeau pendant 6 mois ou 1 an pour une carotte. Mais si en plus on peut donner ça, c'est mieux. On le fait parce qu'on aime son pays, on aime son drapeau. On est d'accord. Merci à tous les deux. Europe 1 Soir Week-end, 19h42. Merci Jean-Louis Thierriot, député LR de Seine-et-Marne et membre de la Commission Défense, d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Dans un instant, le journal permanent de Maël Laurent pour faire le tour de l'actu. Et juste après, nous parlerons avec Sarah Salman et Jules Torres d'Emmanuel Macron qui instaure ce 12 juillet comme journée de commémoration pour la réhabilitation du capitaine Dreyfus. À tout de suite sur Europe 1.